Cet exposé sera fait en l'hommage d'une personne que certains d'entre vous connaissent et qui vient de nous quitter, c'est Jean Van Den Noot. Voilà. Alors, les organisateurs de ce symposium m'ont demandé de faire le point avec vous sur les aspects éthiques et sociétaux qui seraient liés au développement des OGM. Et en fait, par choix méthodologique, je ne parlerai ici que des plantes génétiquement modifiées, et en utilisant le terme qu'on a beaucoup utilisé jusqu'ici, PGM. Alors l'éthique, lorsqu'elle est envisagée comme une discipline qu'on enseigne, notamment à l'université, et dans notre université en particulier, consiste de plus en plus souvent aujourd'hui, non pas à dire ce qui est bien, mal, bon ou juste, ce qui serait plutôt de l'ordre de la morale, hein. Donc j'établis une distinction entre éthique et morale, mais aujourd'hui la morale, l'éthique consiste plutôt à réfléchir à ce que les gens disent être bien, bon, mal ou juste, et surtout à pourquoi ils le disent, pourquoi ils disent cela. Alors, on peut très probablement vivre toute une vie sans jamais faire d'éthique, sans jamais s'y intéresser. Ça, c'est clair. Par contre, il est beaucoup plus difficile d'imaginer une vie sans jugement moral. C'est-à-dire une vie où on ne dit jamais, où on ne pense jamais dans sa tête, ça c'est bien, ça c'est mal, ce comportement-là est bien, juste, etc. Ça, c'est plus difficile à imaginer. Et pour moi, de tels jugements moraux sont donc inévitables. Hein, je pense qu'on ne les évite pas. Et il est très important d'en avoir une conscience claire. Hein, que nous produisons des jugements moraux, que les autres produisent des jugements moraux, et d'essayer d'y réfléchir. C'est mon boulot, à moi. Et je vais essayer de vous faire partager ça pour un contexte tout à fait particulier qui est celui-ci. Alors, le débat sur les PGM est aujourd'hui lourdement chargé en matière morale, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, au point qu'on pourrait même en faire une indigestion. Alors, par contre, du côté de l'éthique, pas de la morale, de l'éthique des PGM, ça c'est un peu plutôt la famine, à vrai dire, pour te dire clairement. Là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Autrement dit, on pourrait remplir des planètes entières avec la littérature morale sur les PGM, disant soit que c'est vraiment très bien et que ça va sauver le monde, soit à l'inverse, que c'est très mal et qu'on va tous en mourir. Ce qui est plus rare, par contre, c'est de trouver une vraie réflexion éthique, qui examine de façon minutieuse les valeurs qui sont en jeu et qui tente de comprendre ces enjeux-là. C'est ça qu'on va essayer de faire cet après-midi. Donc ne comptez pas sur moi pour vous dire ce qui est bien et ce qui est mal, mais comptez sur moi pour essayer de réfléchir avec vous à cela. Alors la production de plantes génétiquement modifiées et les recherches qui conduisent à cette production ont été et sont toujours aujourd'hui très très critiquées sur le plan moral, comme on le voit sur cette dia-là. Alors j'ai mis quelques exemples plus ou moins amusants, hein, dont l'un que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Je vais d'abord étudier avec vous 3 critiques morales récurrentes. Alors, critique morale récurrente, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire des critiques qui ont un rapport avec la défense de valeurs, des valeurs donc que le développement des PGM contredirait ou mettrait en péril. Alors, et ensuite, je vais essayer avec vous de mettre en place une réflexion éthique autour de ces prises de position morales. Alors, c'est quoi ces critiques morales, donc on va les examiner. C'est les PGM seraient contre nature, hein, on en a parlé un peu tout à l'heure. Les PGM seraient nuisibles pour la santé des animaux et de l'être humain. Les PGM seraient nuisibles pour l'environnement. À travers ces critiques, on verra ensemble que, en fait et en fin de compte, c'est l'utilité des PGM qui est questionnée. C'est-à-dire des PGM, pourquoi faire? Est-ce qu'on a besoin de ça? Qu'est-ce qu'on a à faire de ces PGM? Alors, il y a un fil rouge qui va conduire ma réflexion, et c'est mon intérêt du quotidien, en fait, ce fil rouge, c'est la situation des plus pauvres d'entre nous, ceux dont on parle le moins, surtout dans la réflexion éthique.
Les pauvres ne font pas partie de la réflexion éthique généralement, mais qui sont pourtant les premiers concernés lorsqu'il s'agit de parler de l'alimentation des êtres humains. Parce que, évidemment, c'est aux plus pauvres que manger au quotidien pose le plus de problèmes, n'est-ce pas? Aucun de nous n'a de difficulté à manger au quotidien. Alors d'abord, comme je l'ai énoncé, une critique très générale et très abstraite, mais qu'on retrouve souvent dans la littérature anti-OGM. C'est les PGM seraient contre nature et c'est mal. Hein, il faudra ajouter, puisque c'est de la morale. Et c'est mal d'être contre nature. Alors, évidemment que si, comme les plantes cultivées traditionnellement, les PGM ne sont par définition pas naturelles, hein, puisque c'est la main de l'homme qui les a fait naître, elles sont en plus, et ça c'est mal, elles sont en plus le résultat d'une transgression des barrières naturelles entre espèces. Alors, ceux qui étaient là ce matin savent que il est possible, par transgénèse, aujourd'hui, de faire exprimer par une plante une caractéristique qui correspond à une espèce très éloignée d'elle, une bactérie par exemple. Alors, pour simplifier à l'extrême, cette position critiquant le caractère antinaturel des PGM, on pourrait dire qu'elle est liée à l'idée que la nature en soi ferait en quelque sorte bien les choses. C'est-à-dire qu'il y aurait dans la nature une sorte d'équilibre interne qu'il ne faut surtout pas que l'être humain vienne bousculer violemment. Comme c'est le cas avec la transgénèse. Parce que la transgénèse, pour les critiques anti-OGM, vient bousculer violemment tout cela. Quand on fait de la culture traditionnelle, on bouscule, mais pas violemment. Alors, si on bouscule de cette façon, violemment, eh bien, il y aura très certainement des conséquences environnementales terribles. Alors, derrière une telle vision de la nature, il y a souvent ce qu'on peut appeler une approche finaliste de la nature, qui attribue d'une façon ou d'une autre à cette nature une intention. Alors, quel type d'intention? Par exemple, une intention, ce serait l'apparition de l'être humain. Hein? Toute l'évolution consistait finalement à faire apparaître l'être humain et à veiller à son épanouissement. Alors, certaines technologies pourraient venir interférer avec cette intention-là et mettre donc en danger le bel équilibre interne dont je parlais tout à l'heure. Cela dit, et c'est important, même chez ceux qui sont convaincus que la nature, depuis qu'elle existe, n'a pas cessé de se modifier, et cela de façon totalement aveugle, hein, c'est-à-dire sans intention bonne ou mauvaise, même chez ceux-là, il y a une sorte d'interrogation, voire même une sorte de petite inquiétude comme ça, qui est parfois présente. Et cette inquiétude, c'est celle-ci, c'est est-ce qu'à force d'exploiter son environnement naturel, ça va de soi, est-ce que l'humanité ne court pas à sa perte? Alors, le problème, dès lors, serait moins de modifier l'environnement naturel, parce que bon, ça, il en a connu d'autres, l'environnement naturel, que de rendre cet environnement naturel totalement inhospitalier pour l'être humain. Et ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'en manipulant l'environnement tel qu'on le fait actuellement, est-ce que ça ne sera pas inhospitalier pour l'être humain, comme sur la dia suivante? Bon, ça, c'est le genre de critique et de dessin tout à fait habituel dans la littérature anti-OGM. Alors, une deuxième critique qui est liée à la première, mais qui est beaucoup plus concrète que la première. C'est une critique qui dénonce les risques que les PGM présenteraient pour la santé animale et humaine, ultimement humaine. Alors ici, la dimension éthique ou morale est moins liée à la toxicité des PGM. Ça, c'est pas une question morale ni éthique, évidemment, qu'aux réponses contradictoires qui sont apportées à cette question de la toxicité des PGM. Alors d'abord, on trouve, et c'est là-dessus que je vais mettre l'accent, c'est la diversité des réponses et leur côté contradictoire. D'abord, on trouve une série de réponses qui sont extrêmement rassurantes, très rassurantes. Alors, comme celles que l'on peut lire, et ici, moi, j'ai pris des rapports grand public, comme ça qu'on peut tous lire, qui sont pas nécessairement très récents, mais que chacun peut lire assez facilement. Donc, d'abord, une série de réponses qui sont très rassurantes, comme celle qui est donnée par un rapport publié en 2006 par le Comité de l'Académie pour les applications de la science, CAPAS. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans ce rapport? Ceci, je lis avec vous.
Le fait est que des aliments d'origine transgénique ont été consommés de par le monde, et particulièrement aux USA, depuis 10 ans, sans qu'aucune incidence négative n'ait été constatée. Un grand nombre de rapports sur la sûreté des aliments dérivés des plantes transgéniques ont été publiés. Leur conclusion générale confirme l'intérêt de la biotechnologie agricole, vu les avantages qu'elle offre, tout en ne causant pas de risque particulier sur la santé humaine. Très clair. Alors, ce document-là reflète la position des grands rapports internationaux en la matière, dont par exemple celui de l'OMS en 2005. Ce sont des rapports qui très souvent mentionnent que bien que les PGM sont placés sous surveillance très étroite, on ne peut mettre en évidence aucun risque pour la santé humaine. Alors pour l'OMS, on lit ceci. Les aliments OGM actuellement présents sur le marché ont subi des contrôles et ne sont pas susceptibles de présenter plus de risques que les aliments conventionnels qui leur correspondent. Très clair. D'autres rapports destinés au grand public, comme celui du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux en France, qui a été publié, lui, en 2009, sans être du tout alarmiste, rappelle quand même, et il y a une différence par rapport au rapport précédent, les liens possibles que certains opposants dénoncent, aussi d'ailleurs, entre l'usage des OGM d'un côté, l'augmentation du recours aux pesticides, l'apparition de résistance aux antibiotiques ou encore l'apparition de nouvelles allergies, on en a parlé tout à l'heure. Pour les auteurs de ce rapport-là, en particulier, ces risques doivent être pris en compte au cas par cas. C'est ça qui est très important, au cas par cas. Alors, maintenant, par rapport à tous ces rapports qui sont plus ou moins rassurants, on trouve, alors là c'est massif, une multitude de documents qui sont particulièrement alarmants, voire même tout à fait catastrophistes. Alors, parmi ces documents, il y a notamment, et bien entendu, les travaux de Gilles-Éric Serralini, dont vous avez parlé tout à l'heure, et des travaux dont il propose, je vous le signale, une synthèse dans un livre qui est destiné au grand public, qui s'appelle « Tous cobayes ». Tous cobayes. Et vous voyez la couverture du livre sur l'image de gauche. Alors, ce chercheur français a acquis une popularité, on peut le dire, internationale en 2012 en publiant un article extrêmement controversé dans la revue Food and Chemical Toxicology. Mais c'est pas cet article-là, évidemment, qui a fait le buzz. Ce qui a fait le buzz, c'est la communication grand public autour de cet article-là, que peu de gens finalement ont lu. Et notamment un papier du Nouvel Observateur, daté du 20 septembre 2012, et vous l'avez signalé, soit le lendemain de la publication dans la revue scientifique que nous avons citée. Et ce papier était sobrement titré « Oui, les OGM sont des poisons, le problème est réglé ». Et il contenait des photos que vous avez vues, de rats déformés, des photos qui nous sont devenues à tous extrêmement familières. C'est une com fantastique, évidemment. Et donc OGM est de plus en plus associé avec ces rats qui ressemblent un peu à Frankenstein. Alors, l'objectif de Serralini semble être d'alerter la population, parce que je ne sais pas quels sont ses objectifs, semble être d'alerter la population sur les dangers des plantes génétiquement modifiées qui seraient aujourd'hui largement consommées, sans que, et c'est ça qu'il faut se mettre en tête, sans que, selon lui, on ait fait des tests suffisants ou suffisamment fiables à l'égard de ce genre de pratique. Alors, sa mise en garde s'appuie en fait sur une recherche qu'il prétend tout à fait innovante, ça vous ne l'avez pas signalé, il prétend que sa recherche est tout à fait innovante, et qui étudie la toxicité d'un des PGM qui est le plus consommé dans le monde, donc on l'a dit tout à l'heure, le NK603 de Monsanto, avec un élément qu'il faut ajouter, c'est que il étudie aussi, on va le voir, on va le préciser tout à l'heure, la réaction de ces rats au Roundup, un herbicide majeur que vous utilisez sûrement dans votre jardin, en tout cas pour certains d'entre vous, et qui est régulièrement associé au maïs NK603. Donc, l'originalité de son étude reposerait selon lui sur deux éléments.
Il ne se contente pas d'étudier le NK603, puisqu'il étudie en parallèle le Roundup, et 2, les rats qui seraient utilisés pour sa recherche le seraient sur une période beaucoup plus longue, selon lui, que dans les études faites jusque-là. C'est-à-dire, plus longue, ça veut dire sur l'étendue de leur vie naturelle. Alors concrètement, je pense que ça, on ne l'a pas encore dit, l'étude portait sur 200 rats, répartis en 4 groupes, nourris selon 4 régimes différents. Alors, le premier régime, qui était en fait, qui correspondait au groupe témoin, se composait de maïs et d'autres céréales non transgéniques. Donc, pas de transgéniques dans ce premier groupe-là. Le deuxième régime contenait du maïs transgénique N603, qui était cultivé sans Roundup. D'accord ? Le troisième régime se composait comme le précédent, mais cette fois était cultivé avec du Roundup. Et enfin, le dernier régime, c'était le même que le premier, à la différence importante. Différence importante, c'est que les rats de ces groupes ont été abreuvés avec de l'eau contaminée au Roundup selon des dosages différents. Alors, ce que je vais dire ici est extrêmement contesté, évidemment. Alors, les chercheurs impliqués dans l'étude disent avoir constaté l'apparition de tumeurs à partir du 13e mois de la recherche, alors que pour les groupes témoins, les premières tumeurs seraient apparues à partir du 15e mois. Les femelles seraient les plus concernées pour Serralini, surtout celles des groupes ayant consommé de l'eau contaminée au Roundup. Même pour des dosages très faibles. Alors, une majorité des femelles de ce groupe ont, selon lui, développé une tumeur. Alors, au total, à la fin de l'expérience, et là je cite tous cobayes, 2 à 3 fois plus de femelles traitées, tout dosage confondu, que de femelles témoins, étaient mortes. Les mâles, eux, sont moins touchés par les tumeurs, puisque à la fin de l'expérience, seulement 20 à 40% étaient atteints. Alors, par des détours statistiques que moi, je n'ai pas réussi à comprendre. Je ne sais pas comment il réussit à avoir ces stats-là. Serralini en vient affirmer ceci, je le cite, « Un régime équilibré contenant du maïs transgénique, cultivé ou non au Roundup, accélère les risques de tumeurs et les accroît jusqu'à plus de 2 fois. » À la question de quoi et comment sont morts les rats, Serralini répond que les femelles exposées ont principalement été atteintes par des tumeurs mammaires hormonodépendantes, et aussi par des problèmes hypophysaires, alors que les mâles étaient plutôt touchés par des problèmes hépatiques et rénaux. Et tout cela d'une façon bien plus importante que les groupes témoins. Voilà. Alors, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors, pour Serralini, que certains voient aujourd'hui comme le porte-parole du mouvement anti-OGM en France et voire même en Europe, il est évident que les OGM présentent des risques pour la santé humaine. C'est évident, ça ne se discute pas. Il estime que ces risques sont insuffisamment pris en compte, à la fois par les autorités sanitaires et par les décideurs politiques. Alors pour lui, et je pense que ça vaut vraiment la peine de dire ça, pour lui le plus gros problème semble être l'empressement des industriels à mettre sur le marché des produits sans les avoir testés suffisamment. Alors, je le cite, « Les OGM sont créés à la hâte, dit-il, dans le rush de la concurrence économique, sans attendre que des techniques vraiment fiables aient été mises au point. » Fin de citation. Alors, il dénonce le fait que, contrairement à ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique, où chaque nouvelle molécule subit une batterie de tests, des batteries innombrables de tests avant d'être mises sur le marché, en matière de PGM, ce seraient les consommateurs eux-mêmes qui seraient les cobayes. Pardon. C'est ma fille qui dit Kobe, je suis toujours perturbé par ça. Alors pour Serralini, donc les connaissances et les technologies qui sont liées à la fabrication de ces PGM sont encore beaucoup trop tâtonnantes aujourd'hui pour se permettre d'être imprudent. On va y revenir sur ce mot imprudent. Alors pour lui donc, il faut systématiser les tests toxicologiques de longue durée, donc de plus de 90 jours, sur les animaux, et qu'on rende public les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça, on pourrait l'espérer aussi dans l'industrie pharmaceutique, que ça soit le cas. Alors,
Voilà, ça c'est pour cette question de la santé humaine. Vous allez voir où je veux en venir tout de suite. Hein. À côté donc des problèmes de santé pour les animaux et les êtres humains, il y a beaucoup de critiques aussi qui concernent les risques que les PGM feraient courir à l'environnement. Alors comme pour la question de l'impact des PGM sur la santé, c'est vraiment très 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 difficile de se faire une opinion. Et ça pour moi c'est un problème éthique. C'est très difficile parce que il y a des opinions extrêmement différentes qui sont émises, des opinions complètement contradictoires. Alors, on peut clairement ici parler d'une sorte de guéguerre idéologique. Une guéguerre idéologique avec d'un côté les partisans des PGM, qui diront qu'il y a des risques, mais en fin de compte tout est sous contrôle, et puis de l'autre côté des opposants au PGM, qui vont argumenter en disant que tous ces machins génétiques vont nous polluer la nature. Et tout ça avec des arguments, hein. Tout ça, évidemment, avec des arguments. Alors, arrangé dans la catégorie des opinions plutôt positives, le rapport du comité de l'Académie pour les applications de la science, dont j'ai parlé tout à l'heure, se montre extrêmement rassurant, une nouvelle fois, en distinguant deux types d'impacts possibles des PGM sur l'environnement. D'une part, des effets directs, hein, et d'autre part, la transmission dont on a parlé tout à l'heure, la transmission fortuite de transgènes à des plantes apparentées qui seraient, elles, cultivées traditionnellement. Alors, concernant les effets directs des PGM sur la faune et la flore, le rapport dit ceci, je lis avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs... Jusqu'à présent, aucun impact négatif n'a été confirmé. Jusqu'à présent, aucun impact négatif n'a été confirmé. Même si, dit le rapport, il y a eu plusieurs fausses alertes, on a vu lesquelles tout à l'heure, qui ont été signalées dans le monde, principalement des situations où sont apparues des résistances, ou seraient apparues des résistances aux herbicides, chez des insectes ou chez certaines mauvaises herbes. Tous ces phénomènes spécifiques, dit le rapport, non spécifiques, pardon, tous ces phénomènes non spécifiques aux cultures OGM ont été expliqués et sont gérables. Donc l'idée du rapport ici, c'est de montrer que les cultures de PGM ne posent pas plus de problèmes, à vrai dire, que les cultures traditionnelles. Alors concernant les effets de fertilisation croisée entre PGM d'un côté et puis plantes cultivées traditionnellement de l'autre, les auteurs du rapport reconnaissent le risque. Ils disent, OK, il y a un risque, mais ils estiment que les problèmes peuvent être gérés par des pratiques agricoles adaptées. C'est quoi ces pratiques agricoles adaptées? C'est bien séparer les espaces de culture, OGM d'un côté et traditionnels de l'autre. Alors, vous vous en doutez, les opposants au PGM sont loin, très loin d'être de cet avis-là. Alors, outre les très nombreuses critiques concernant la toxicité du Roundup, qui est régulièrement associée aux PGM les plus cultivés, c'est facile, très facile de trouver dans la littérature aujourd'hui des dénonciations à propos de conséquences négatives directes des PGM sur la nature. Alors, par exemple, et c'est vraiment un exemple tout à fait étonnant, Jacques Testard. Jacques Testard, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Jacques Testard, c'est le père scientifique du premier bébé éprouvette. Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce débat? On ne sait pas. En tout cas, il vient de publier un petit bouquin, ça se lit en 1 heure, aux éditions du CNRS, n'est-ce pas, sur cette question-là. Et voilà ce qu'il écrit. Des PGM produisant un insecticide peuvent décimer des insectes non ciblés, et la culture des PGM, selon qu'elles produisent un insecticide ou sont tolérantes à un herbicide, est à l'origine de résistance à ces pesticides ou herbicides, respectivement chez des insectes ou des plantes sauvages. Fin de citation. D'autres dénoncent des situations de pollution génétique, on a utilisé le mot tout à l'heure, et affirment que la contamination par les OGM est particulièrement invasive. Voilà, donc ça c'est en quelque sorte l'état de la littérature. Alors, pour tenter de s'y retrouver dans cette confrontation d'opinions complètement opposées, contradictoires, on peut trouver, selon moi, des excellents repères dans un rapport qui a été publié par le Nuffield Council of Bioethics.
Alors c'est quoi ce machin? Eh bien, c'est une sorte de super comité d'éthique britannique qui est non seulement extrêmement sérieux dans ses analyses, mais aussi tout à fait reconnu et respecté partout dans le monde. Alors, ils ont publié un rapport récemment sur donc l'usage des plantes génétiquement modifiées dans les pays en développement. Les pays en développement. Alors évidemment, on est un peu loin de notre sujet, et vous allez dire, mais ça ne nous concerne pas. Mais si, parce que précisément, l'angle de réflexion qui est adopté peut être, je pense, généralisé. Les auteurs du rapport ne nient pas, jamais, le risque de pollution génétique. Ils reconnaissent qu'il y a un risque de pollution, notamment dans les pays qui offrent une grande biodiversité. Exemple, le Mexique avec le maïs. Ils font d'ailleurs état d'une affaire de contamination en Mexique entre du maïs génétiquement modifié et une variété locale. Je sais bien que sur un plan scientifique, tout ça a été en partie balayé. Mais ils souhaitent que chaque situation particulière soit abordée au cas par cas. C'est très important, au cas par cas, en fonction du contexte qui est propre à chaque région concernée, et en rappelant ceci, que la migration des gènes constitue un phénomène naturel et que ce n'est pas en soi un problème que les gènes migrent. Il recommande donc la plus grande prudence dans les régions, et c'est souvent des régions des pays en développement, où des espèces sauvages pourraient être contaminées par des PGM et donc menacées ainsi de disparition. L'introduction des PGM dans ces régions-là, et on voit bien quelles régions, l'Afrique, certaines régions d'Asie, etc., devraient être encadrées de façon critique. On devrait les encadrer, mais pas nécessairement empêcher ces cultures. Alors, je ne sais pas, mais moi en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce qui me frappe le plus dans ce débat, c'est moins le fait qu'il y ait des thèses contradictoires qui s'affrontent. Ça, on pourrait dire, c'est normal, c'est la démocratie qui fonctionne. Ce qui est plus gênant, c'est que il y a une sorte d'empressement que les uns et les autres manifestent à rejeter souvent de façon extrêmement virulente la position de leurs adversaires. Donc on est en face de gens qui se considèrent comme des adversaires. Alors, l'une des explications possibles à cette virulence, selon moi, réside dans le choc des idéologies, entre des idéologies concernant le statut de la science et des technologies dans notre société. Alors, pour le dire de façon un peu rapide et sans doute de façon un peu provocante, bon, c'est pas très grave de provoquer, on aurait d'un côté des ludites, les ludites, à gauche de votre écran, je vais expliquer tout de suite de quoi il s'agit, ludites, qui seraient toujours prêts à tirer la sonnette d'alarme humaniste, comme ça, attention, l'humanité est en danger, face aux nouvelles découvertes des sciences et des technologies. Et puis de l'autre côté, à gauche du tableau, ce qu'on pourrait qualifier de les prométhéens, qui eux se réjouissent, parfois de façon un peu précipitée, des nouvelles découvertes technoscientifiques. Alors, les ludites, c'est quoi? Les ludites, c'est un terme en fait qui est très présent dans la culture anglo-saxonne et qui vient de l'Angleterre du 19e siècle, où un groupe d'ouvriers s'est révolté contre la mécanisation de l'industrie textile. Pourquoi? Bien parce qu'ils avaient très très peur que, en mécanisant ce qui se faisait jusque-là à la main, on allait perdre les traditions et surtout perdre de l'emploi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé les machines. Alors aujourd'hui, les ludites, par extension, désignent ceux qui dénoncent la mécanisation ou la digitalisation de notre société, en s'opposant donc, parfois de façon systématique, au progrès technoscientifique. Prométhée, lui, à droite, c'est quelqu'un de beaucoup plus connu chez nous. Vous savez que dans la mythologie grecque, c'est lui qui a créé l'être humain et qui a offert aux êtres humains le feu sacré qui venait juste de dérober à Zeus, qui en était très fâché, évidemment. Et dans la foulée, c'est Prométhée qui a permis aux êtres humains de développer les arts et les techniques qui ont constitué la base même de la société occidentale. Donc symboliquement, on parle parfois de révolution prométhéenne pour désigner la liberté que les êtres humains
ont prise de percer les secrets de la nature pour mieux la soumettre. Percer les secrets de la nature pour mieux la soumettre. Tout ça fait un peu peur. Alors, l'un des indicateurs de ce choc des idéologies, c'est le fameux principe de précaution. On l'a pas évoqué encore ce matin. Le principe de précaution qui est décliné ici à la mode Shaddock, mais j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont beaucoup trop jeunes pour connaître les Shaddock. Les Shaddock qui disent là, il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Alors, de nombreux détracteurs des PGM avancent en effet que le recours à ces OGM présente des risques démesurés que nous ne pouvons pas nous permettre de courir. Le principe de précaution est alors très souvent invoqué. Alors celui-ci, on pourrait le définir de façon très simple en disant ceci, il n'est pas nécessaire d'être certain d'un danger pour commencer à chercher à s'en prémunir. Je ne trouve pas de meilleure définition de ce principe de précaution. Donc il n'est pas nécessaire d'être certain d'un danger pour commencer à chercher à s'en prémunir. Alors, avec ce principe-là, les scientifiques et les industriels auront beau mettre toute leur énergie, comme on l'a vu ce matin pour les scientifiques, à montrer qu'il n'y a à ce jour aucune preuve avérée du danger des PGM et des OGM pour la santé humaine, et qu'aucun effet négatif sur l'environnement n'est confirmé. D'autres leur opposeront le fait, tout simplement, qu'ils n'ont pas montré, que personne n'a montré, que les PGM étaient sans danger, on pourrait dire sans effet sur l'environnement et l'être humain, et que dans le doute, le mieux est de s'abstenir. Et on referme le dossier. Le dossier est refermé. Alors, une telle approche, évidemment, du principe de précaution occulte un élément important des réalités concernées. C'est que face à certaines situations, refuser de prendre des risques peut s'avérer bien plus dangereux que d'essayer d'accepter, d'avancer prudemment, d'essayer de se lancer, mais en étant simplement prudent. Alors, par exemple, la vaccination, on peut prendre l'exemple de la vaccination, qui comporte évidemment des risques d'effets secondaires. Il y a des effets secondaires possibles à tout vaccin. Mais pour les grandes maladies infectieuses que nous connaissons, évidemment que le refus du risque de la vaccination est bien plus dangereux que le risque du vaccin lui-même. En réalité, la question serait moins d'éviter ici les risques potentiels que constitue le développement des PGM que celle de savoir si nous sommes prêts à affronter les conséquences d'un refus des apports positifs éventuels des biotechnologies. En d'autres mots, est-ce que une application irréfléchie du principe de précaution au PGM, est-ce que ce n'est pas encore bien plus risqué et que tout simplement de se lancer? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de se préserver de ce principe de précaution? Donc, principe de précaution carré, est-ce qu'il ne faut pas appliquer le principe de précaution au principe de précaution? Alors, loin de moi l'idée, évidemment, de rejeter purement et simplement le principe de précaution. Il faudrait simplement avoir en tête qu'un tel questionnement devrait nous inciter à réfléchir à l'interprétation classique, entendée conservatrice, de ce principe de précaution. C'est-à-dire refuser une nouvelle technologie à moins qu'elle ne présente aucun risque. Ce que des logiciens diraient, c'est tout à fait impossible à montrer. Montrer que quelque chose n'a pas d'effet, c'est impossible. En effet, l'application de cette interprétation classique risque d'entraîner des dommages collatéraux tout à fait importants. En contrepoint, si on essayait de développer une approche alternative du principe de précaution appliquée au PGM, ça pourrait par exemple nous inciter à établir sur la base de faits avérés, le rapport entre d'un côté les bénéfices et les inconvénients possibles du recours à ces biotechnologies. Alors, l'idée derrière une telle démarche serait de reconnaître tous que refuser de prendre des risques est absurde. C'est absurde, parce que toute activité humaine présente toujours une part de risque. Mais que le jeu doit en valoir la chandelle, tout simplement. Le jeu doit en valoir la chandelle. Alors, autrement dit, il faut que les bénéfices attendus d'une telle prise de risque soient supérieurs aux conséquences négatives possibles.
Le problème, c'est que, appliqué au PGM, le principe de calcul, comme ça, risque-bénéfice, ne semble pas aller de soi. Beaucoup d'opposants argumentent en disant que les bénéfices du recours au PGM restent encore à montrer, et qu'il n'est pas du tout raisonnable de prendre des risques pour une technologie inutile. Pourquoi prendre des risques pour quelque chose qui ne sert à rien? Alors, pour ces opposants, là, les projets autour des PGM ne serviraient qu'à faire prospérer certains géants de l'industrie semencière, avec la complicité de certains scientifiques aveuglés, au mieux, et au pire, complètement corrompus. Alors, effectivement, il est extrêmement difficile d'ignorer les enjeux financiers énormes liés au développement des PGM. Évidemment, il y a probablement des abus. Et ces abus-là, les opposants n'ont de cesse de les dénoncer. Mais est-ce que les PGM sont réductibles à un tableau financier? Personnellement, je ne le crois pas. L'aspect financier n'est qu'une partie d'une réalité complexe liée aux OGM, et les simplifications, on le sait, sont rarement efficaces dans la compréhension d'une situation. Cela étant, la question de l'utilité des PGM reste posée. C'est une grosse question quand même, reconnaissez-le. C'est extrêmement important de savoir est-ce que c'est utile ou pas. À quoi servent les PGM pour les citoyens ordinaires? Est-ce que les PGM répondent à un besoin pour les êtres humains aujourd'hui, et puis ceux qui viendront demain? Est-ce que ce besoin ne pourrait pas être mieux rencontré par d'autres techniques ou d'autres dispositifs? Voilà des questions extrêmement importantes. Alors, depuis les tout premiers travaux en matière de transgénèse, cette biotechnologie était présentée comme un outil incomparable et indispensable pour la recherche fondamentale et la compréhension du vivant. Mais il se pourrait, et on peut même l'espérer, qu'en plus d'un intérêt strictement scientifique, les OGM et les PGM en particulier puissent contribuer, par exemple, mais c'est un exemple important, à régler les problèmes d'alimentation auxquels les êtres humains font actuellement face aujourd'hui dans le monde et feront très probablement encore beaucoup plus seront beaucoup plus encore confrontés demain. Alors, selon la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, durant la période 2010-2012, 870 millions de personnes dans le monde, soit 1/8 de la population, n'est-ce pas, souffraient de sous-alimentation chronique. Donc c'est pas de temps en temps avoir faim, c'est de façon chronique avoir faim. 1/8 de la population. La plupart des spécialistes semblent s'accorder aujourd'hui sur la nécessité d'accroître la production agricole mondiale. Mais les polémiques sont très nombreuses quant à la façon de parvenir à cela. Alors beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour appeler à un rejet des biotechnologies dans les pays en développement. Alors pourquoi? Eh bien, par souci du respect de l'environnement et d'une agriculture plus durable. Mais d'autres militent, à contrario, pour un usage raisonné des biotechnologies telles que les PGM. Alors, pour ces derniers, ceux qui militent pour un usage raisonné, les PGM pourraient constituer des outils déterminants pour les pays en développement, pour affronter les défis actuels et les défis à venir en matière agricole. Donc, dans ce schéma un peu pragmatique, vous reconnaîtrez, le recours aux biotechnologies ne s'oppose pas à la mise en place d'une agriculture durable. Et bien au contraire, c'est un concept d'intégration que j'essaie de défendre ici. Il est clair que l'argument selon lequel les PGM permettraient en elles-mêmes de sauver le monde est un argument simpliste, qu'il faut absolument déconstruire. Mais cela ne justifie pas, absolument pas, le rejet pur et simple de l'usage des PGM dans les pays en développement. Si la question de l'utilité des PGM doit absolument être posée, elle doit l'être globalement, et pas simplement par ceux et pour ceux qui savent que tous les soirs, ils trouveront quelque chose à manger dans leur assiette.
Or, il me semble que c'est pas inutile de le rappeler, les besoins et les contextes des pays occidentaux ne sont pas ceux des pays du Sud. Un ventre bien nourri, comme le mien, a souvent tendance à oublier ce qu'un ventre vide peut vivre. Alors, tout cela, cette sorte d'oubli, cette sorte d'amnésie peut conduire certains à des erreurs de jugement. Alors, à cet égard, on cite souvent l'exemple de Marie-Antoinette, l'épouse du roi Louis XVI, qui, alors qu'on lui apprenait que les Français mouraient de faim et n'avaient plus de pain pour se nourrir, aurait dit, parce que je pense que c'est un peu apocryphe, aurait dit « laissez-les manger de la brioche ». Alors, c'est donc avec une sorte... avec une naïveté comparable, selon moi, que certains défendent régulièrement l'idée que l'agriculture produit suffisamment, aujourd'hui, pour nourrir la planète entière, et qu'il ne serait pas nécessaire d'augmenter les rendements, notamment avec l'aide des biotechnologies. Les efforts en matière de sécurité alimentaire devraient alors, surtout pour cela, se concentrer sur une distribution plus équitable, en quelque sorte, de la production, et non pas sur un accroissement de la production. Alors évidemment, une telle interpellation est extrêmement intéressante et il faut la prendre au sérieux. Mais cette idée ne tient pas compte de l'évolution inexorable des habitudes de consommation dans les pays en développement. Des habitudes de consommation qui sont en train de s'aligner sur nos habitudes à nous de consommation. Alors, la consommation de viande, de lait et d'œufs, par exemple, ne cesse d'augmenter. Alors, vous pouvez voir sur le schéma là, par exemple, à droite, on voit que si aux États-Unis la consommation de viande augmente un petit peu, on voit qu'en Chine, elle explose. Et on voit que la production mondiale de viande est en train d'exploser aussi, évidemment. Les animaux qui sont à la base de ces produits, de cette viande, doivent eux-mêmes être nourris, ce qui augmente de façon considérable, vous le savez bien, les besoins en nourriture. Alors, en outre, il ne suffit pas de réclamer une distribution plus équitable de la nourriture. Il faut encore que ça soit possible de le faire. Donc, il ne s'agit pas de dire « distribuez mieux et tout va aller ». Oui, mais comment on le fait ? Comment on le fait ? Il faut que cette redistribution soit acceptée par les populations locales et il faut que la logistique en place soit possible. Dans une population où on ne consomme que du riz, si vous amenez les pâtes, elles vont vous rester sur les bras, évidemment. S'il n'y a pas de route pour redistribuer la nourriture, eh bien, ça ne servira à rien. Donc, des terres devraient être redistribuées, des routes construites ou reconstruites, toute une logistique qui devrait être mise en place, avec l'aide de gouvernements et d'administrations qui seraient dévouées à la cause. Dans le contexte mondial actuel, pour ceux qui voyagent un peu, il semble tout à fait illusoire de penser qu'une telle évolution favorable soit possible avant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc cette situation-là a amené le Nuffield Council à prendre une position qui me semble moins intéressante. Je lis avec vous. Étant donné les limites de la distribution, nous considérons qu'il y a un devoir d'explorer les contributions possibles que les cultures OGM peuvent avoir dans la réduction de la faim dans le monde. La malnutrition, le chômage et aussi la pauvreté. Un devoir d'explorer les contributions possibles. D'accord ? C'est ça, hein ? C'est là-dessus qu'ils insistent. Nous considérons comme inacceptable le rejet de telles explorations sur la base du fait qu'il y aurait des possibilités théoriques de parvenir à atteindre les fins recherchées par d'autres moyens. Bon, décidément, je pense que vous serez d'accord avec moi, la réflexion éthique sur les PGM, c'est pas quelque chose de très facile. Alors, pour y voir un peu plus clair, entre d'un côté les anathèmes qui sont lancés par certains opposants, souvent très virulents, et puis de l'autre côté les répliques qui manquent parfois un tout petit peu de recul de la part des défenseurs, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une troisième voie qui tienne compte de l'argument d'utilité que j'ai évoqué tout à l'heure. Au-delà des aspects strictement scientifiques, les PGM pourraient s'avérer extrêmement utiles pour permettre à l'agriculture mondiale d'affronter les défis nutritionnels
d'aujourd'hui et de demain, surtout pour les plus pauvres d'entre nous. Surtout pour cela. Aujourd'hui matin, je n'ai pas entendu évoquer ce thème-là. Hein, la question des plus pauvres, donc, de l'Afrique et de certaines régions d'Asie. Et de l'Amérique, d'une certaine façon. Mais les PGM, ce qui est clair, c'est que les PGM ne sauveront pas le monde. On va pas sauver le monde avec les PGM. Elles devront faire partie d'un arsenal bien plus large, bien plus complexe, où il y aura des mesures à négocier de façon démocratique et qui laisseront, je l'espère, autant que faire se peut, de côté les idéologies et les intérêts commerciaux. Alors, il ne s'agit pas ici, je sais bien, certains disent oui. Il ne s'agit pas ici d'être naïf, hein, parce que il est clair qu'il faudrait être aveugle et sourd, et je pense pas l'être, pour ignorer les liens parfois malsains entre l'industrie et certains scientifiques. En matière de PGM, mais aussi dans d'autres secteurs. Les conflits d'intérêts aujourd'hui constituent une des plaies majeures pour l'avancement des connaissances scientifiques. En matière de biotechnologie, mais dans beaucoup d'autres matières scientifiques. Il faut, selon moi, reconnaître dès lors l'utilité des travaux des activistes qui ont dénoncé certaines associations malsaines où la quête d'argent, cette quête d'argent dont on a parlé tout à l'heure, ou la quête de pouvoir, ce qui va souvent de pair, a pris le pas sur la recherche de connaissances. Mais ce n'est certainement pas une raison valable pour jeter le bébé avec l'eau sale du bain, évidemment. Comme le montrent notamment les travaux de la Global Landscapes Initiative, GLI, je vous incite à aller voir, ils ont un très beau site, de l'Université du Minnesota, l'explosion démographique et la modification des habitudes alimentaires dont j'ai parlé tout à l'heure vont nécessiter que nous doublions, au moins doubler, la production agricole d'ici 2040. Doubler la production agricole d'ici 2040. Il y a plus grand monde aujourd'hui pour penser que les PGM suffiront à elles seules à régler ce problème. Pas plus que pour croire non plus que le statu quo actuel va y parvenir. Les débats donc stériles, complètement stériles, entre d'un côté les partisans et de l'autre côté les opposants des PGM doivent pouvoir être dépassés. Et on doit pouvoir réfléchir plus globalement aux vrais défis agricoles que nous allons devoir affronter dans les années qui viennent. Si l'on veut nourrir la planète, et pas seulement la partie occidentale de la planète, sans rendre cette planète complètement inhabitable pour ceux qui vont arriver dans les générations futures, il va falloir inventer, comme le dit Jonathan Foley, le directeur du GLI, un nouveau type d'agriculture qui intègre le meilleur de la révolution verte des années 70, donc une agriculture intensive d'un côté, et puis la créativité à la fois des agricultures locales et aussi de la filière bio. Alors les biotechnologies auront très certainement un rôle à jouer dans ce défi-là, pourvu que l'on arrête d'opposer d'un côté, les méchants scientifiques alliés au lobby agroalimentaire, et des scientifiques évidemment totalement dépourvus de compassion pour l'avenir de l'humanité, et puis de l'autre côté, les gentils opposants qui seraient pétris d'humanisme. Il faut arrêter ce genre d'opposition. Une agriculture qui sera aidée par les biotechnologies ne sera pas moins humaine que celle qui s'en remettrait à des technologies ancestrales. Alors, une intégration, en fait, de ces deux pôles, de ces techniques-là, sera nécessaire si l'on veut assurer la sécurité alimentaire des êtres humains. Alors, comme l'écrivent deux spécialistes de la sécurité alimentaire, McIntyre et Rondeau, peu importe, dans un bel article sur la sécurité alimentaire dans les pays en développement, je les cite, « La technologie est un outil de grande valeur pour permettre à l'agriculture de s'adapter aux défis actuels et à venir en matière de production, en faisant le meilleur usage possible du capital naturel, social, humain et financier sans lui nuire. Ainsi, technologie et durabilité agricole ne sont pas exclusives l'une de l'autre. » Et j'en viens donc à ma conclusion. J'ai donc choisi d'analyser trois critiques récurrentes
à connotation éthique, il faudrait dire plutôt morale, si vous avez bien retenu ce que j'essaie de dire, des critiques qui sont adressées aux PGM. Les PGM donc seraient contre nature, seraient nuisibles pour la santé humaine et animale et seraient nuisibles pour l'environnement. J'ai montré l'intérêt et les limites de ces critiques en prenant pour fil rouge l'intérêt des plus pauvres. Nier, comme certains le font, l'utilité potentielle des PGM dans les défis agricoles que l'humanité va devoir relever dans les années qui viennent serait aussi idiot que de croire que les biotechnologies vont sauver le monde. Alors, donc, loin des approches naïves, mais aussi de certains fantasmes apocalyptiques comme ça, il va maintenant falloir essayer d'apprendre à digérer socialement les PGM. Digérer socialement les PGM, en faisant un outil, parmi d'autres, du développement humain. Le temps, donc, me semble-t-il, est venu d'être pragmatique. Merci.